Le barista n'a pas souri. Sa main tremblait imperceptiblement quand il m'a tendu mon gobelet. J'ai senti la chaleur familière du carton contre mes doigts, une chaleur qui, d'habitude, me réconfortait. Mais pas aujourd'hui. Mon regard a été attiré par autre chose. Une écriture nerveuse, tracée à la hâte avec un marqueur noir, qui bavait légèrement sur le côté. L'homme au manteau noir vous suit. Restez ici. J'ai cessé de respirer. Mon cœur, cette vieille machine fatiguée, a raté un battement avant de s'emballer, cognant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. La chaleur du café s'est évanouie, remplacée par une vague de froid polaire. Restez ici. Ces deux mots résonnaient comme une condamnation. Lentement, si lentement que j'ai cru que mes muscles allaient se déchirer, j'ai levé les yeux. Je n'ai pas osé me retourner. C'était un ordre. Ne te retourne pas. Alors, j'ai fixé le seul miroir disponible, la surface chromée et bombée de la grande machine à expresso derrière le comptoir. Et je l'ai vu. Un reflet déformé. Un homme. Un manteau noir. L'ombre d'un col relevé. Et un visage. Un visage que je voyais chaque nuit dans mes cauchemars. Un visage que j'avais cru, que j'avais prié, ne jamais revoir. Le visage de l'homme qui avait volé ma vie. Mon nom est Aveline Morin. J'ai 42 ans. Et il y a 4 ans, j'ai assisté à l'enterrement de cet homme. Si votre cœur bat déjà plus vite, si vous sentez cette boule d'angoisse que je connais si bien, c'est que vous comprenez. Vous comprenez ce que c'est que de croire être en sécurité, pour finalement réaliser que le monstre n'est jamais parti. Si mon histoire vous interpelle, s'il vous plaît, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous m'écoutez. Quelle heure est-il chez vous? Savoir que je ne suis pas seule à veiller ce soir, cela compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Pour comprendre ma terreur, vous devez comprendre la vie que j'avais bâtie ici, à Amiens. J'avais choisi cette ville avec soin. Ce n'était pas un hasard. Ma grand-mère y avait vécu, dans une de ces petites maisons colorées du quartier Saint-Leu, les ortillonnages n'étaient pas loin. J'avais des souvenirs d'enfance ici, des odeurs de canaux et de gaufres chaudes, l'ombre bienveillante de la cathédrale qui veillait sur la ville. J'avais besoin de cette bienveillance. Après un divorce qui m'avait laissé financièrement et émotionnellement à sec, et après les événements qui ont suivi, j'avais besoin de silence. J'avais besoin de devenir invisible. J'ai loué un petit appartement mansardé, adorable, juste au-dessus d'une vieille librairie appelée Le Grimoire d'Amiens. La propriétaire, Madame Renard, une femme de 68 ans aux cheveux d'un blanc immaculé et au regard pétillant d'intelligence, m'avait prise sous son aile. Elle avait deviné ma détresse sans jamais poser de questions. Elle me traitait avec une sorte de tendresse bourrue, typique des gens du Nord, me laissant un croissant sur le paillasson les matins où elle entendait mes pas d'insomniaque sur le vieux parquet. Ma routine était mon armure. Chaque matin, sans faute, je quittais mon nid douillet, je respirais l'odeur du papier ancien dans l'escalier, et je marchais. Toujours le même chemin. Le long du quai Bellu, regardant l'eau sombre de la Somme, puis je remontais vers la cathédrale pour m'arrêter au Moka d'Or. C'était mon sanctuaire. J'étais devenue graphiste indépendante, je travaillais de chez moi, ne voyant presque personne. L'invisibilité, c'était ma nouvelle forme de paix. Mais c'était une paix fragile. Une paix mensongère. Je le savais. Je vérifiais ma porte 3 fois avant de me coucher. Je sursautais au moindre bruit dans l'escalier. Je n'avais pas eu de rendez-vous galant depuis 5 ans. Ma sœur, Margot, s'inquiétait. Elle m'appelait tous les soirs de Lille. Ça va, Aveline? Tu te sens en sécurité? Et chaque soir, je lui mentais. Oui, ça va. Amiens est si calme. Je me mentais à moi-même. Aujourd'hui, mon mensonge venait de me rattraper. La glace fragile de ma fausse sécurité venait de se briser en 1000 morceaux. L'homme dans le reflet. Il était là. Et il me regardait. En vérité, mon invisibilité avait commencé à se fissurer bien avant ce matin. Mais j'avais choisi de l'ignorer. C'est ce que font les gens comme moi. Nous avons tellement peur que le passé revienne que nous nions les évidences. Nous nous traitons de paranoïaques, de fatigués, de stressés. Nous trouvons 1000 excuses pour ne pas affronter l'horrible vérité,
le monstre n'est jamais vraiment parti. Le premier signe était apparu il y a 2 semaines. C'était subtil. Sinistre. Je suis sortie de mon appartement un matin et je l'ai trouvé sur mon paillasson. Une seule rose. Noire. Pas une rose rouge foncée. Une rose d'un noir de jais, velouté, presque artificielle. Mon estomac s'était noué. C'était notre fleur. C'est ce qu'il m'avait dit, un soir, il y a 5 ans, dans cette autre vie. Elle est comme nous, Aveline. Sombre, magnifique, et personne ne la comprend. J'avais trouvé ça romantique, à l'époque. J'étais si naïve. Madame Renard, qui balayait le palier avec une énergie féroce, avait haussé un sourcil. PFF. Des romantiques stupides. C'est démodé, ces choses-là. Il ferait mieux de vous offrir un bon livre, ou un saucisson. J'avais ri, un rire faible, étranglé. J'avais ramassé la fleur du bout des doigts, comme si elle était empoisonnée. Je l'avais jetée au fond de la poubelle de la cuisine, sous les épluchures de légumes. Mais son image était restée. Lui seul savait. Mais c'était impossible. Il était mort. C'était un admirateur secret, un peu macabre. Une coïncidence. Juste une coïncidence. Puis, il y a eu le deuxième signe. Plus brutal. Plus concret. Celui-ci visait ma survie. J'avais décroché un contrat en or. Mon plus gros contrat depuis mon installation à Amiens. Une agence de design parisienne, Créalux, voulait refondre toute son identité visuelle. Ils avaient adoré mon portfolio. Le contrat s'élevait à 5 000 €. 5 000 €. Pour moi, ce n'était pas de l'argent de poche. C'était ma bouffée d'oxygène. C'était 3 mois de loyer payé d'avance. C'était la preuve tangible que je pouvais m'en sortir seule, que je n'avais besoin de personne. J'avais fêté ça en m'offrant une pâtisserie chez mon boulanger préféré. La semaine dernière, l'email est arrivé. Sec. Froid. Corporatif. Chère Madame Morin, suite à de nouvelles informations portées à notre attention, nous avons le regret de vous informer que nous mettons fin à notre collaboration. Nous avons décidé de confier le projet à une autre agence. J'ai cru défaillir. J'ai appelé le directeur de projet, un homme qui avait été si enthousiaste. Sa voix était gênée, fuyante. J'ai insisté. J'ai supplié. Il a fini par craquer. Écoutez, Aveline, nous avons reçu un email. Anonyme. Il disait que vous étiez instable. Qu'il y avait eu des incidents dans votre passé. Des problèmes de fiabilité, d'honnêteté. Il parlait d'une dépression nerveuse mal gérée. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Instable. Dépression nerveuse. Ces mots, c'étaient ces mots. Les mots qu'il utilisait pour me rabaisser, pour m'isoler. J'ai raccroché. J'ai passé la nuit recroquevillée sur mon canapé, tremblant de rage et de peur. J'avais mis ça sur le compte d'une concurrente jalouse. Une autre graphiste qui voulait le contrat. C'était plus facile à croire. La rose noire. Le contrat perdu. Mon cerveau refusait de faire le lien. Ce serait admettre que le fantôme avait un nom. Ce serait admettre qu'il était vivant. Alors, ce matin-là, en poussant la porte du Mocador, j'étais fragile. J'étais en colère contre le monde entier. Je cherchais juste un peu de réconfort dans une tasse de café. Je n'avais pas vu l'ombre qui s'était détachée d'un porche de l'autre côté de la rue. Je n'avais pas senti les pas qui s'étaient synchronisés avec les miens. Je m'étais dit que la perte de cet argent était le pire qui pouvait m'arriver. Comme je me trompais. Le pire n'était pas la malchance. Le pire, c'était la mémoire. Et elle avait un visage. Le carillon de la porte a tinté. C'est un son que j'aimais. Un son joyeux, qui annonçait l'arrivée de quelqu'un, la chaleur du café, une pause dans la journée. Mais ce matin-là, il sonnait faux. J'étais entrée, perdue dans mes pensées sombres à propos de ces 5 000 € perdus, de cette injustice qui me nouait l'estomac. J'ai à peine remarqué le courant d'air froid qui m'a suivi à l'intérieur. Je me suis dirigée vers le comptoir. Bastien était là. Il avait 20 ans, à peine. Un gamin.
Il étudiait aux Beaux-Arts, juste à côté. Il avait toujours l'air un peu perdu dans ses pensées, souvent avec des taches de peinture bleue outre-mer ou de terre de Sienne sur les doigts. Il était gentil, mais terriblement timide. « Bonjour Aveline », m'a-t-il salué d'une petite voix. « Un crème, comme d'habitude ?»« Bonjour Bastien. »« Oui, s'il te plaît. Un bien serré aujourd'hui. J'en ai besoin. » J'ai payé, sans vraiment le regarder. Je regardais la liste des pâtisseries, me demandant si un pain au chocolat pouvait effacer le goût amer de la trahison. J'ai décidé que non. Je me suis décalé vers la zone d'attente, près de la grande machine rutilante. C'est là que j'ai commencé à remarquer son manège. Il n'était pas comme d'habitude. Il était pâle. Vraiment pâle. Ses mains, habituellement agiles pour faire mousser le lait, tremblaient. Il a fait tomber une cuillère. Elle a rebondi sur le comptoir avec un bruit métallique strident qui m'a fait sursauter. « Désolé », a-t-il marmonné. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil. Des petits regards rapides, terrifiés. Par-dessus mon épaule. Vers la porte. Puis vers le coin le plus sombre du café, près de la grande fenêtre qui donnait sur la ruelle. Ce que je n'ai su que plus tard, c'est ce qui s'était passé 5 minutes avant mon arrivée. Bastien était sorti dans cette même ruelle pour sa pause cigarette. C'est un détail stupide, une mauvaise habitude qui, ce jour-là, a peut-être changé le cours de ma vie. Il était là, caché du vent, quand il m'a vu arriver au bout de la rue. Il m'a reconnu, la dame de la librairie. Et il a vu l'homme. Un homme grand, en manteau noir. Il marchait à une 50aine de mètres derrière moi. Bastien n'y a pas prêté attention au début. Mais je me suis arrêté net pour regarder la vitrine d'une boulangerie. L'homme, lui aussi, s'est arrêté net, se cachant à moitié derrière un arrêt de bus. J'ai traversé la rue. L'homme a attendu que je sois au milieu, puis il a traversé, rapidement, pour rattraper son retard. Bastien a écrasé sa cigarette, mal à l'aise. Je suis entré dans le mocador. Le carillon a tinté. Une seconde plus tard, l'homme est entré aussi. Mais il n'est pas allé au comptoir. Il n'a rien commandé. Il a traversé la salle d'un pas rapide et s'est assis dans le coin le plus sombre, le visage caché par l'ombre, mais avec une vue parfaite sur le comptoir. Sur mon dos. Bastien l'observait, son cœur de 20 ans commençant à battre la chamade. Un client qui ne commande pas, c'est suspect. Un client qui fixe les autres clients, c'est effrayant. Il a préparé mon café. Ses mains tremblaient tellement qu'il a failli renverser le lait. Il a attrapé le gobelet. Il a vu le marqueur noir. Il a hésité. Que faire? Crier? Ce serait le chaos. Ne rien faire? Il ne pouvait pas. Alors, il a écrit. Quand il m'a tendu le gobelet, son geste a été si brusque qu'un peu de café a giclé sur la soucoupe. Désolé, a-t-il répété, sans croiser mon regard. Il a pratiquement jeté la monnaie dans ma main avant de s'enfuir vers l'arrière-boutique, prétextant chercher quelque chose. J'ai froncé les sourcils. Bizarre, ai-je pensé. J'ai pris le gobelet. La chaleur était réconfortante. Et puis, je l'ai vu. L'encre noire. Les lettres capitales, maladroites, urgentes. L'homme au manteau noir vous suit depuis 6 rues. Restez ici. 6 rues. Pas 5. Pas 7-6. C'était la distance exacte entre le porche de ma librairie et le comptoir de ce café. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas une blague. Le goût amer dans ma bouche n'était plus celui de l'injustice financière. C'était le goût métallique de la peur pure. Le frisson que j'avais senti dans la rue n'était pas le vent. C'était son regard. Il était là. Je suis resté figé. Une statue de sel au milieu du mocador. Mes pieds étaient collés au carrelage. Je ne pouvais plus bouger. Je sentais l'odeur du café, j'entendais le sifflement aigu de la buse à vapeur, le rire d'une femme à la table d'axe en grave côté, mais tout cela me parvenait comme à travers une épaisse couche de coton. Mon propre cœur battait si fort dans ma poitrine qu'il couvrait tous les autres bruits. Boum. 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 Restez ici. Ne te retourne pas. Les ordres de Bastien étaient clairs. Ne pas paniquer.
Ne pas alerter le prédateur. Ne pas lui montrer que je savais. Mais je devais savoir. Ma vie en dépendait. Mes mains tremblaient si fort que le café dansait dans le gobelet. J'ai failli le lâcher. J'ai dû utiliser mes 2 mains pour le poser sur le comptoir. J'ai fait semblant de chercher quelque chose dans mon sac. Un baume à lèvres. Mes clés. N'importe quoi. Un prétexte pour bouger, pour changer d'angle. J'ai tourné mon corps de quelques centimètres. Juste assez. Pas assez pour être évidente. Je n'ai pas regardé directement vers le coin sombre. Je n'aurais pas pu. J'ai regardé la vitrine réfrigérée des pâtisseries. Une surface en verre, bombée, qui reflétait la salle. L'image était déformée, étirée. Les couleurs étaient faussées par l'éclairage jaunâtre des gâteaux. Un éclair au chocolat floutait une partie de la scène. Mais c'était suffisant. Le reflet. Un homme. Un manteau noir. Le col relevé. Il regardait son téléphone, l'air de rien. Puis, comme s'il avait senti mon regard, comme un animal sent un changement dans l'air, il a levé la tête. Nos yeux se sont croisés. Pas directement. Dans le reflet d'une vitrine à gâteaux. Et le monde s'est arrêté de tourner. Il avait vieilli. Bien sûr qu'il avait vieilli. 4 ans. Ses cheveux, autrefois d'un noir de jet arrogant, étaient parsemés de gris sur les tempes. Des rides profondes s'étaient creusées au coin de ses yeux, des pattes d'oie qui n'étaient pas dues au rire. Il portait un manteau différent, moins cher, plus usé que ceux qu'il portait à l'époque, ceux qu'il achetait avec mon argent. Mais ce n'était pas ça l'important. C'était le sourire. Ce n'était même pas un vrai sourire. Juste un coin de sa lèvre qui s'est relevé. Un rictus. Un sourire de propriétaire, suffisant, qui disait « c'était match. Je t'ai retrouvé. » Romain Vasseur. Un goût de bile, acide et métallique, est remonté dans ma gorge. J'ai dû avaler pour ne pas vomir sur le comptoir. Impossible. Le mot hurlait dans mon esprit. C'était impossible. Romain était mort. Je l'avais lu. J'avais vu le rapport de police. Margot avait insisté pour le voir. Une course-poursuite sur l'autoroute A1, sa BMW, payée par qui, je vous le demande, s'encastrant à pleine vitesse sous un camion-citerne. Le feu. La voiture, un amas de tôle calcinée. Un corps méconnaissable. Identifié formellement grâce à ses dossiers dentaires. Il était mort. Mort et enterré. J'avais pleuré, ce jour-là. Non. C'est faux. Je n'avais pas pleuré. J'avais respiré. Pour la première fois depuis des mois, j'avais pris une immense inspiration, sans que ma poitrine ne soit serrée par l'angoisse. J'avais ressenti un soulagement si intense, si écrasant, que c'en était presque douloureux. J'avais eu honte de ce soulagement. Mais il était là. J'étais libre. Cette liberté. Cette respiration. Ce soulagement. Tout cela n'était qu'un mensonge. Une blague cruelle. L'architecte de ma ruine, l'homme qui avait méthodiquement détruit ma confiance en moi, qui m'avait isolé de mes amis, qui avait siphonné mon compte en banque avant de disparaître, n'était pas mort. Il était là. À Amiens. Dans mon café. Dans mon sanctuaire. Et il me regardait. La panique m'a submergée, une vague glacée qui menaçait de me noyer. Mes jambes ont flanché. J'ai dû m'agripper au comptoir pour ne pas m'effondrer. 4 ans de reconstruction. 4 ans à réapprendre à faire confiance, même à la boulangère. 4 ans à réapprendre à dormir sans veilleuse. 4 ans à bâtir une nouvelle vie sur les cendres fumantes de l'ancienne. Et tout cela venait d'être réduit à néant. Par un seul regard. Dans le reflet d'un gâteau. Mon monstre n'était pas mort. Il était juste, en retard. Ma respiration était courte, sifflante. Je n'arrivais plus à remplir mes poumons. Fuir. C'était mon seul instinct. Fuir, courir, ne jamais m'arrêter. Mais les mots de Bastien résonnaient dans mon crâne, rester ici. C'était un piège. Dehors, j'étais seule. J'étais sa proie dans la rue. Ici, il y avait du monde. 20,
peut-être 30 personnes. Des étudiants, des couples de retraités, une mère avec une poussette. Des témoins. Un public. Romain détestait le public. Il préférait l'ombre. Bastien est réapparu, les mains moites, prétendant essuyer le comptoir juste à côté de moi. Il ne me regardait toujours pas. Il fixait la machine à café comme si sa vie en dépendait. Il a glissé une serviette en papier plié à côté de mon sac. J'ai prévenu ma patronne, a-t-il murmuré, si bas que j'ai dû lire sur ses lèvres. Elle est dans le bureau. Elle appelle la police. Ne bougez pas. Faites comme si de rien n'était. La police. Le mot aurait dû être un baume. Il a été un coup de poignard supplémentaire. La police signifiait des questions. Des rapports. Et la police signifierait exposer mon secret. Ma honte. La chose que je n'avais jamais dite à personne. La raison pour laquelle Romain était ici. Romain n'était pas stupide. Il était diabolique, mais pas stupide. S'il était là, en public, sachant que la police pouvait arriver, c'est qu'il avait un plan. Il avait déjà trompé la loi, il avait trompé la mort elle-même. Quelques policiers municipaux n'allaient pas l'effrayer. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Un son si banal. Si quotidien. Mais aujourd'hui, il a résonné en moi comme un coup de feu. J'ai sursauté si violemment que j'ai renversé mon gobelet. Le café brûlant s'est répandu sur le comptoir, une flaque sombre qui se dirigeait vers le bord. Oh, mon Dieu, je suis désolé, ai-je bafouillé, mes mains essayant maladroitement d'éponger le liquide avec la serviette que Bastien venait de me donner. Ce n'est rien, a dit Bastien, sa voix tremblante. Romain m'observait. Je le sentais. Il savourait ma maladresse. Il savourait ma peur. Mon téléphone a vibré à nouveau. Insistant. Je l'ai sorti lentement, mes doigts gourds. Le café les avait à peine ébouillantés, mais ils étaient insensibles. Un numéro inconnu. Un nouveau message. Je l'ai ouvert. Tu pensais vraiment que 50 000 € suffiraient à te débarrasser de moi? J'aime Amiens. C'est si pittoresque. Les chiffres m'ont explosé au visage. 50 000. Ce n'était pas une somme au hasard. C'était la somme. Le montant exact de l'héritage de ma grand-mère. L'argent que j'avais touché après mon divorce. Tout ce que je possédais. Mon nouveau départ. Les souvenirs ont déferlé, m'ôtant le peu d'air qu'il me restait. Romain, si charmant, si convaincant. Lui, me montrant des brochures d'un projet immobilier en Espagne. C'est une opportunité en or, Aveline. Juste pour nous. Notre avenir. Lui, me guidant la main pour signer les papiers du virement. Fais-moi confiance, chérie. Et moi, si aveugle, si désespéré d'être aimé après la laideur de mon divorce, j'avais signé. J'avais vidé mon compte. C'était mon secret. Ma honte la plus profonde. Je n'en avais jamais parlé à personne. Pas même à Margot. Comment avouer qu'on a été à ce point stupide? Qu'on a donné l'intégralité de ses économies, le fruit d'une vie de travail et d'un héritage, à un homme qu'on connaissait depuis 6 mois? Il le savait. Il savait que j'étais seule. Il savait que j'étais financièrement vulnérable, surtout après le contrat de 5 000 € qu'il venait de saboter. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une stratégie. Il m'étranglait financièrement avant de se montrer. Le café, mon sanctuaire, s'était transformé en cage. J'étais prise au piège. Chaque client qui riait, chaque serveur qui passait, faisait partie du décor de mon humiliation. C'était à DS2, il m'avait tout pris, et maintenant il revenait chercher les miettes. J'étais piégée, humiliée, et terrifiée. Dites-moi, très honnêtement, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous crié? Confronté? Ou seriez-vous resté paralysé, comme moi, priant pour que le sol s'ouvre et vous avale? Je veux lire vos réactions. Romain ne me regardait plus. Il regardait son téléphone, l'air détendu, comme un homme qui attend son train. Il savait qu'il m'avait ferré. Et juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas être pire, que mon cœur ne pouvait pas battre plus vite, le carillon de la porte a tinté à nouveau. J'ai levé les yeux vers la porte,
par pur réflexe. Un réflexe qui m'a coûté le peu de sang-froid qu'il me restait. Ce n'était pas un client anonyme. Ce n'était pas un policier. C'était ma sœur. Margot. Elle était là, secouant joyeusement son parapluie dégoulinant sur le paillasson, un grand sourire illuminant son visage. Elle portait cette écharpe rouge vif que je lui avais tricotée pour Noël, celle qui contrastait si bien avec ses cheveux bruns. Surprise, a-t-elle crié en me voyant, ses yeux pétillants de malice. Je n'ai pas pu attendre le week-end prochain. J'ai pris mon après-midi. Elle n'était pas censée être là. Elle vivait à Lille. Elle avait un travail. Elle avait une vie. Elle n'était pas censée être ici, dans cette cage, avec lui. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Un « non » silencieux s'est formé sur mes lèvres. Non. Non, 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 non. Mon regard a volé vers le coin sombre. Vers lui. Romain avait levé la tête. Il avait vu Margot. Et son sourire, ce rictus suffisant s'est élargi. Il s'est transformé. Il est devenu carnassier. Il ne me regardait plus. Il ne regardait que ma sœur. Il s'est levé. Lentement. Sans précipitation. Comme un prédateur qui sait que sa proie est piégée. Il a boutonné son manteau noir, un geste théâtral, plein d'une assurance terrifiante. Et il a commencé à marcher. Pas vers moi. Vers Margot. Margot, ai-je crié, ma voix brisée, un son étranglé qui n'avait rien d'humain. Sors d'ici. Maintenant. Pars. Mais elle était figée. Elle ne comprenait pas. Son sourire s'est effacé, remplacé par une confusion totale. Elle me regardait, puis regardait cet homme grand qui s'approchait d'elle comme un loup. Aveline ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu me fais peur. C'est. Elle l'a reconnu. Je l'ai vu dans ses yeux. J'ai vu le moment précis où son cerveau a fait le lien. La reconnaissance. Puis l'incrédulité absolue. Elle aussi, elle le croyait mort. Elle aussi, elle avait vu le rapport. Romain, a-t-elle soufflé, le mot à peine audible. Mais, tu es mort. Il s'est arrêté à moins d'un mètre d'elle. Si près. Beaucoup trop près. Il a penché la tête sur le côté, un geste que je connaissais bien, un geste qu'il utilisait quand il voulait charmer. Vraiment ? Je me sens plutôt bien, pourtant. Il a tendu la main. Une main non gantée. Et il a touché son écharpe. Il a pris le tissu rouge entre ses doigts. Margot. Toujours aussi jolie. Tu sais, ta sœur m'a terriblement manqué. Nous avons, des affaires inachevées. Le contact physique. Il l'avait touché. J'étais paralysée. Ce n'était plus de la peur pour moi. C'était une terreur pure, viscérale, pour elle. Il utilisait ma sœur. Il l'utilisait comme un bouclier. Il l'utilisait comme une arme. Il savait que Margot était mon talon d'Achille, la seule personne au monde pour qui je sacrifierais absolument tout. Il n'était pas venu pour me faire peur. Il n'était pas venu pour l'argent. Il était venu pour me détruire. Et il commençait par ce que j'avais de plus cher. Je voyais la scène se dérouler au ralenti. La main de Romain sur l'écharpe de Margot. Le visage de Margot, blanc comme un linge, ses yeux fixés sur lui, remplis d'horreur. Les autres clients qui commençaient à se retourner, sentant la tension, le drame qui se nouait. Le silence était total. Ne la touche pas, ai-je réussi à articuler, ma voix un faible grognement. Romain a ri. Un rire bas, dans sa gorge. Un son que je n'avais pas entendu depuis 4 ans, et que j'ai réalisé avoir redouté plus que tout. Ou quoi, Aveline ? Tu vas me jeter ton café froid ? Il avait gagné. Il le savait. Il me tenait. Il tenait ma sœur. J'allais faire tout ce qu'il voulait. Et c'est alors qu'une autre voix s'est élevée. Une voix que je n'aurais jamais, jamais imaginé entendre à ce moment-là. Monsieur. La voix était claire, posée, et ne tremblait absolument pas. Elle tranchait avec le silence électrique du café comme un couteau. Elle était remplie d'une autorité naturelle, presque professorale. Romain, surpris dans son triomphe, s'est retourné, agacé d'être interrompu.
Son mouvement a brisé le sort. Margot, reprenant enfin ses esprits, a arraché son écharpe de sa main et a reculé d'un bond, se rapprochant de moi. Madame Renard se tenait là. Ma propriétaire. La femme de 68 ans aux cheveux d'argent. Elle tenait un petit carton de livres anciens, son logo, le grimoire d'Amiens, sur le côté. Apparemment, elle venait livrer une commande au propriétaire du café, un service qu'elle rendait aux commerçants du quartier. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle n'avait pas l'air paniquée. Elle avait l'air, profondément irritée. Comme si elle venait de surprendre un gamin en train de voler des bonbons. Je ne sais pas qui vous êtes, dit-elle en posant son carton sur une table voisine avec un pouf sonore. Mais Aveline et Margot sont mes invités. Et vous, monsieur, vous êtes en train de déranger mes amis. Je vous prierai de partir. J'ai cru que mon cœur allait lâcher. Cette femme, cette douce femme qui passait ses journées à classer des livres du XVIIe siècle, venait de se mettre sciemment entre moi et un prédateur dangereux. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Elle voyait juste un homme agresser deux femmes. Et pour elle, c'était suffisant. Romain l'a dévisagé de haut en bas. J'ai vu un éclair d'amusement dans ses yeux. Il était si arrogant. Une bibliothécaire? Vraiment? Qu'est-ce que vous allez faire? Me faire la lecture pour me faire partir? Je suis la propriétaire de Madame Morin, a rétorqué Madame Renard, et sa voix a monté d'un cran. Elle n'était plus irritée. Elle était en colère. Et dans mon quartier, monsieur, on ne traite pas les femmes de cette façon. On ne les menace pas. On ne leur met pas la main dessus. J'ai vu ce que vous avez fait à Mademoiselle Margot. Je vous le demande une dernière fois, poliment. Partez. Maintenant. C'était magnifique. C'était du David contre Goliath. C'était la décence ordinaire, la force tranquille d'une femme de 68 ans, contre la brutalité pure. Mais Romain n'était pas dans un film. Et il détestait, plus que tout au monde, qu'on lui tienne tête. Surtout une vieille femme. L'amusement a disparu de son visage. Ses yeux se sont plissés. Fiché le camp, la vieille, a-t-il sifflé entre ses dents. Et il l'a poussée. Ce n'était pas une petite bousculade. Il l'a poussée violemment, avec le plat de la main, en pleine poitrine. Madame Renard, 68 ans, n'a eu aucune chance. Elle a perdu l'équilibre, ses bras s'agitant dans le vide. Elle est tombée en arrière, s'écrasant lourdement contre une table basse où des clients avaient laissé leur plateau. Le bruit a été assourdissant. Sourd et humide. Le cri étouffé de Madame Renard. Le fracas de la porcelaine se brisant sur le carrelage. Le temps s'est figé à nouveau. Un silence de mort. Puis il a redémarré en accéléré. Un homme à une table a hurlé, et une femme a poussé un cri aigu. Bastien est sorti de l'arrière-boutique en courant, son téléphone collé à l'oreille, hurlant, il l'a frappé. Il a frappé une vieille dame. Et moi? En voyant Madame Renard, cette femme si digne, si forte, allongée au milieu des débris de tasses et de café, grimaçant de douleur, sa main sur sa poitrine, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus de la peur. La peur était partie. Elle avait été brûlée, évaporée. C'était une rage. Une rage blanche, pure, froide comme la glace de l'hiver picard. Il m'avait volé. Il m'avait traqué. Il m'avait menacé. Il avait terrorisé ma sœur. Et maintenant, il avait osé lever la main sur cette femme. Il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il venait de réveiller la seule chose qu'il aurait dû laisser endormie. Il venait de me rendre ma voix. Assez. Mon cri a déchiré l'air du café. Il ne venait pas de ma gorge. Il venait de mes entrailles. Il venait de 4 années de silence, de honte, de nuits sans sommeil et de peur sourde. Il venait de la vue de ces 50 000 € disparus. Il venait de la vue de l'écharpe rouge de ma sœur dans sa main sale. Il venait de la vue de Madame Renard, à terre. Romain s'est tourné vers moi, surpris par la violence pure de mon ton. Son arrogance a vacillé. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à ce que je me recroqueville. Je n'étais plus la femme tremblante au comptoir. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans mes yeux à ce moment-là, mais il a fait un pas en arrière. Margot,
Va voir Madame Renard. Occupe-toi d'elle, ai-je ordonné. Ma voix était dure, méconnaissable. Ma sœur, secouée mais reprenant ses esprits, a obéi immédiatement, se précipitant vers la vieille dame qui tentait péniblement de s'asseoir, le visage blême de douleur. Je me suis avancée. Un pas. Puis deux. Je me suis plantée juste devant Romain, si près que je pouvais sentir son odeur, ce mélange écœurant de tabac froid et d'eau de Cologne bon marché que j'avais autrefois associé à la sécurité. J'ai senti la bile monter. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus. J'ai activé la caméra. J'ai allumé le flash, la lumière blanche et crue l'aveuglant une seconde, le faisant plisser les yeux. Romain Vasseur, ai-je dit, ma voix basse, mais elle portait dans tout le café silencieux. Chaque client était pétrifié, chaque conversation s'était tue. Tu n'es pas mort. Quel dommage. Il a levé une main pour se protéger du flash. Aveline, range ça. Tu es hystérique. Tu ne sais pas ce que tu fais. Oh, si, ai-je rétorqué, ma voix dure comme l'acier. Je sais exactement ce que je fais. Je te filme. Toi, Romain Vasseur, bien vivant. Toi, qui m'as suivi sur 6 rues jusqu'à ce café. Toi, qui m'as envoyé des menaces sur ce téléphone. J'ai brandi l'écran avec son message sur les 50 000 €. Et toi, qui viens d'agresser une femme de 68 ans devant 30 témoins. Je me suis retourné vers les autres clients, toujours en filmant. Il s'appelle Romain Vasseur. Il est censé être mort. Il est dangereux. Ne le laissez pas partir. Filmez-le. Comme si mon geste avait rompu un sortilège, d'autres téléphones se sont levés. Un homme en costume à une table. 2 jeunes étudiantes près de la fenêtre. En 10 secondes, Romain Vasseur n'était plus un prédateur dans l'ombre. Il était la star involontaire d'une douzaine de vidéos. Il était piégé sous les projecteurs. Il a regardé autour de lui, paniqué pour la première fois. Vraiment paniqué. Il n'avait plus le contrôle. Les visages qui le regardaient n'étaient plus effrayés ou curieux. Ils étaient hostiles. En colère. Tu as fait une erreur, Romain, ai-je continué, me rapprochant encore, le forçant à reculer d'un autre pas. Tu pensais que j'étais toujours la même femme faible, effrayée et honteuse que tu as abandonnée il y a 4 ans. Tu pensais que tu pouvais venir ici, dans ma nouvelle vie, me terroriser, menacer ma famille, et que je m'enfuirais en pleurant. J'ai fait un pas de plus. Il a reculé. C'était lui qui reculait. Cette femme n'existe plus. Tu l'as tuée. Tu l'as tuée le jour où tu as volé son argent et disparu. Et tu as oublié une chose essentielle. Quoi, a-t-il craché, ses yeux cherchant désespérément une issue. Amiens, ce n'est pas Paris. Ici, les gens ne détournent pas le regard. Ici, les gens se serrent les coudes. Juste à ce moment-là, le son que j'attendais. Les sirènes. 2 tons. Proches. De plus en plus proches. Bastien avait réussi. Le visage de Romain s'est décomposé. Il a regardé la porte, puis la fenêtre de la ruelle, cherchant une issue. Mais l'homme en costume qui avait crié, et, tout à l'heure, un solide gaillard, s'était levé et bloquait la porte d'entrée. Bastien bloquait l'accès à l'arrière-boutique. Il était piégé. J'ai baissé mon téléphone. J'avais gagné. C'était fini. C'est ce que je croyais. Mais un animal acculé est le plus dangereux. Et il lui restait une arme. La plus sale de toutes. Les sirènes se sont arrêtées juste devant le café, dans un crissement de pneus. Des portières ont claqué. 2 policiers, un homme et une femme, ont surgi, la main sur la crosse de leur arme. Police. Personne ne bouge. Le soulagement m'a submergé, si puissant que mes genoux ont failli céder. J'ai dû m'appuyer sur une table. C'était fini. Vraiment fini. Ils étaient là. Romain a levé les mains lentement, un rictus méprisant sur le visage. Il ne me regardait pas. Il ne regardait pas la police. Il regardait Margot. Ma sœur était toujours accroupie près de Madame Renard, l'aidant à s'asseoir sur une chaise, lui parlant doucement. Tu crois que c'est fini, hein, a-t-il lancé, sa voix changeant, devenant soudainement mielleuse, persuasive,
comme celle d'un battleur de foire. Tu crois que tu as gagné, Aveline? Tu crois que tu es la gentille dans cette histoire? Taisez-vous. Mettez-vous face au mur, a lancé le policier en s'approchant, déjà en train de sortir ses menottes. Non, attendez. Attendez une seconde, a crié Romain, sa voix emplie d'une fausse indignation. Vous devriez savoir qui vous défendez. Vous croyez que c'est une pauvre victime innocente? Vous ne voulez pas savoir toute l'histoire? Le policier s'est arrêté, confus. La situation était clairement plus complexe qu'une simple agression. Romain m'a pointé du doigt, un doigt accusateur. Et, Margot. Margot, chérie. Demande à ta grande sœur ce qu'elle a fait de son argent. Demande-lui où sont passés les 50 000 € de l'héritage de votre grand-mère. Mon sang s'est retiré de mon visage. Non. Il n'allait pas faire ça. Pas ici. Pas devant tout le monde. De quoi il parle, Aveline, a murmuré Margot, se relevant, son visage passant de l'inquiétude à la confusion la plus totale. C'est un menteur. N'écoutez pas ce qu'il dit, ai-je crié, ma voix soudain aiguë, paniquée. Un menteur, a ricané Romain, alors même que le policier le saisissait fermement par le bras. Je ne mens pas. Demande-lui comment elle m'a supplié de prendre son argent. Demande-lui comment elle a signé tous les papiers pour mon investissement miracle en Espagne. Demande-lui pourquoi elle n'a jamais déposé plainte pour vol. Le silence dans le café était total. Plus assourdissant que les sirènes, plus lourd que le chaos qui venait de se produire. On aurait pu entendre une épingle tomber. Elle n'est pas une victime, a-t-il hurlé, jouant son va-tout. C'est une idiote. Elle est juste trop honteuse pour admettre qu'elle s'est fait avoir comme une bleue. Chaque mot était un coup de poignard. Il n'utilisait pas un couteau. Il utilisait ma honte. Ma honte secrète, celle qui me rongeait depuis 4 ans. Il me déshabillait en public, exposant la partie la plus stupide, la plus vulnérable, la plus pathétique de moi-même. Il détruisait la dernière chose qu'il me restait, ma dignité. Il ne me laissait même pas être une vraie victime. Elle a payé pour que je l'aime, a-t-il craché, son visage déformé par la haine. Elle a payé 50 000 € pour 6 mois de mon temps. Alors, c'est qui le criminel, hein? J'ai fermé les yeux. Je voulais mourir. Margot me regardait, ses yeux emplis d'une douleur et d'une confusion terrible. Aveline, ce n'est pas vrai, dis-moi que ce n'est pas vrai. De quels 50 000 € il parle? Madame Renard me fixait, sa main sur sa poitrine douloureuse, son regard perçant. Bastien était pétrifié. Le policier tenait Romain, mais lui aussi me regardait, avec un soupçon de méfiance. L'agression claire et nette venait de se transformer en une possible dispute domestique, compliquée, une affaire d'argent entre ex-amants. La pire des catégories. Romain souriait. Il avait gagné. Il savait que ma honte était plus forte que ma colère. Il savait que je n'avouerais jamais. Je n'en aurais jamais la force. Il avait tort. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé le visage de ma sœur. Cette confusion. Cette douleur. C'était pire que tout ce que Romain pouvait me faire. J'ai regardé Madame Renard, qui venait de risquer sa sécurité pour moi, me regardant avec une intensité qui n'était pas du jugement, mais de l'attente. J'ai regardé Bastien, ce gamin qui avait été si courageux. Et j'ai regardé Romain. Il souriait encore, menotté, mais triomphant. Il pensait m'avoir achevé. J'ai pris une profonde inspiration. L'air était chargé de l'odeur du café renversé et de la peur. J'ai regardé Margot. Et j'ai ignoré tous les autres. Il a raison. Ma voix était faible. Un murmure. Mais dans le silence de mort du café, elle a résonné comme un coup de tonnerre. Margot a octé, une main sur sa bouche. Le sourire de Romain s'est figé. Il ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. J'ai été stupide, Margot, ai-je continué, et j'ai senti les larmes monter. Pas des larmes de peur ou de douleur. Des larmes de libération. J'ai été si terriblement, incroyablement stupide. Tu ne peux pas l'imaginer. Ma voix s'est raffermie. J'étais seule. J'étais brisée après le divorce, tu le sais.
Et il est arrivé. J'ai pointé un doigt tremblant vers Romain. Il a été charmant. Il m'a dit tout ce que je voulais entendre. Il m'a fait croire que j'étais intelligente, qu'il voyait en moi ce que personne d'autre ne voyait. Il m'a fait croire en un avenir. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je m'en fichais. Il m'a parlé de ce projet. Un investissement immobilier en Espagne. C'était pour nous. Notre avenir. J'étais si aveugle. Si désespérée d'être aimée. Alors oui. J'ai ravalé ma salive. Oui. J'ai signé les papiers. Je suis allée à la banque. Je lui ai fait un virement de 50 000 €. Tout l'héritage de mamie. Tout ce qu'il me restait. Je me suis tournée vers Romain, qui me regardait maintenant avec une stupeur haineuse. Et le lendemain, il avait disparu. Son téléphone était coupé. Son appartement était vide. Il m'a tout pris. J'ai reporté mon attention sur ma sœur. J'ai eu trop honte pour te le dire. J'ai eu trop honte pour porter plainte. Comment est-ce que j'aurais pu te dire quoi? Que ta grande sœur, celle qui est censée être si raisonnable, s'était fait avoir comme une débutante? Qu'elle avait tout perdu par stupidité? Alors j'ai menti. J'ai dit que j'avais fait de mauvais placements. J'ai vécu avec cette honte tous les jours. Je me suis tournée vers les policiers, qui me regardaient maintenant avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus de la méfiance. C'était de la concentration. Son nom est Romain Vasseur, a dit Margot, sa voix soudain dure comme le fer, se levant pour se tenir à côté de moi, posant une main protectrice sur mon bras. Il y a 4 ans, il a volé 50 000 € à ma sœur par abus de confiance. Et ce n'est pas tout, officier, ai-je ajouté, essuyant mes larmes d'un revers de main rageur. Son nom est Romain Vasseur. Et il y a 4 ans, il a disparu. Il a été officiellement déclaré mort dans un accident de voiture. Il a simulé sa propre mort. Le policier le plus âgé, celui qui tenait Romain, a lâché son bras comme s'il était brûlant. Simuler sa mort? Vous êtes sûr de ce que vous avancez, madame? Vérifiez, ai-je dit, ma voix ne tremblant plus. Course-poursuite sur l'autoroute A1. Il y a 4 ans. Il était déjà recherché pour escroquerie dans plusieurs régions. Vérifiez les dossiers dentaires de l'époque. Je parie qu'ils ont été falsifiés. Le sourire de Romain avait complètement disparu. Son visage était livide. Il avait tout misé sur ma honte, et j'avais retourné le jeu contre lui. Il n'était plus un ex-amant en colère. Il était un fugitif, un escroc de haut vol, coupable d'usurpation d'identité, de fraude à l'assurance, et d'une longue liste d'autres crimes. Vous n'avez aucune preuve, a-t-il sifflé, sa dernière tentative. J'ai ton texto, ai-je dit en tendant mon téléphone au policier. Celui où tu parles des 50 000 €. J'ai 30 témoins qui t'ont vu agresser cette femme. J'ai désigné Madame Renard. Et j'ai ton visage. Bien vivant. Quand ils l'ont menotté pour de bon, cette fois il m'a regardé une dernière fois. Une haine pure, sans filtre. Tu vas le regretter, sale garce. Non, ai-je répondu, sentant la main de Margot serrer la mienne. J'ai déjà regretté. Pendant 4 ans. Maintenant, c'est ton tour. Et alors qu'il l'entraînait dehors, passant devant Madame Renard qui les regardait avec une satisfaction glaciale, j'ai senti un poids que je ne savais même plus que je portais se soulever de mes épaules. C'était le poids de mon secret. Il venait de s'envoler. Le café ressemblait à un champ de bataille après la tempête. Le chaos s'était retiré, laissant derrière lui le silence, les débris et l'odeur du café froid. Les ambulanciers sont arrivés, appelés par la patronne de Bastien. Ils ont examiné Madame Renard. Ce n'est qu'une grosse contusion, jeune homme, a-t-elle dit au secouriste avec fermeté, tout en grimaçant quand elle bougeait son épaule. J'ai vu bien pire pendant la grève des cheminots de 95. Ils ont ri, mais ils l'ont quand même emmené pour une radio, par précaution. Avant de partir, elle m'a attrapé la main. Vous avez bien fait, ma petite. Ne laissez jamais un parasite avoir le dernier mot. Les policiers ont pris nos dépositions. Celle de Bastien, tremblant mais fier. Celle des autres clients, qui ont tous transféré leurs vidéos. Et la mienne. Et celle de Margot.
Puis, le calme est revenu. Le propriétaire du café, un homme sympathique et complètement dépassé, a mis un panneau « Fermé pour urgence technique » sur la porte. Il nous a resservi des cafés, offerts par la maison, ses mains tremblant encore. Finalement, il ne restait plus que moi et Margot. Nous étions assises à une petite table qui n'avait pas été renversée, au milieu du désordre. Le silence s'est installé. Il n'était pas pesant. Il n'était pas gêné. Il était plein. Plein de tout ce qui n'avait pas été dit pendant 4 ans. 50 000 €, a finalement murmuré Margot. Ce n'était pas un reproche. C'était une constatation. Le chiffre flottait entre nous, absurde et obscène. Je suis désolée, ai-je dit, fixant mon nouveau gobelet. Je suis tellement désolée, Margot. Mais pourquoi? Sa voix s'est brisée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je croyais qu'on se disait tout. Je t'aurais aidé. Je t'aurais prêté de l'argent. On aurait trouvé une solution. Ce n'était pas l'argent, ai-je secoué la tête, les larmes recommençant à brouiller ma vue. Enfin, si, c'était l'argent, bien sûr. C'était mon avenir. C'était l'héritage de mamie. Mais ce n'était pas que l'argent. C'était là, la honte. J'ai relevé les yeux vers elle. Comment est-ce que j'aurais pu te dire quoi? Que ta grande sœur, celle qui a toujours été si raisonnable, si organisée, s'était fait avoir comme la dernière des débutantes? Que j'avais donné l'intégralité de mon patrimoine à un homme que je connaissais depuis 6 mois, parce qu'il me disait qu'il m'aimait? Ma voix est devenue un murmure. J'étais si seule après le divorce. Si, invisible. Et il est arrivé. Il m'a vue. Il m'a dit que j'étais brillante, spéciale, qu'il voyait en moi ce que personne d'autre ne voyait. Il m'a fait sentir vivante. Et pendant ce temps, il préparait son coup. Admettre qu'il m'avait volé, c'était admettre que tout ça, c'était faux. Que je n'étais pas spéciale. Que j'étais juste une cible. Je m'attendais à de la colère. À de la pitié. À un sermon sur la prudence. Je n'ai eu rien de tout ça. Margot a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Ses doigts étaient chauds, forts. Tu n'as pas été stupide, Aveline, a-t-elle dit doucement, mais avec une férocité qui m'a surprise. Tu as été seule. Et tu as fait confiance. Ce n'est pas un crime de faire confiance. C'est lui, le criminel. C'est lui, le monstre. Il m'a tout pris. Non. Elle a serré ma main si fort que j'ai grimacé. Non. Il n'a pas tout pris. Il ne nous a pas prises. Il ne t'a pas prise. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Tu as survécu à un divorce horrible. Tu as survécu à lui. Tu t'es reconstruite toute seule, dans une nouvelle ville, sans rien demander à personne. Et aujourd'hui, tu l'as affronté. Tu as dit la vérité, devant 30 personnes, alors que ça te coûtait tout. Je n'aurais jamais eu cette force. Pour la première fois depuis 5 ans, j'ai pleuré. Pas des larmes de peur, de rage ou de honte. Des larmes de soulagement. Je n'étais plus seule avec mon secret. La vérité était sortie. Et je n'étais pas morte. J'avais survécu à la vérité. Le plus dur était fait. Il restait à vivre avec. L'affaire Romain Vasseur est devenue une histoire bien plus grande que je ne l'aurais jamais imaginée. Ce n'était pas seulement mon escroc. Il était un fantôme professionnel. Les médias locaux s'en sont emparés, puis les journaux nationaux. Le fantôme de la 1. Il s'est avéré qu'il avait simulé sa mort de manière experte. Le corps dans la voiture calcinée était celui d'un homme non identifié, volé à une morgue. Les dossiers dentaires avaient été falsifiés par un complice. Il avait fait ça pour échapper à d'énormes dettes de jeu, mais aussi pour disparaître des radars de plusieurs autres femmes qu'il avait escroquées à travers la France et la Belgique. Mon témoignage. Mon histoire. Les 50 000 €. C'est devenu le clou du spectacle. Je n'ai pas évité les caméras cette fois. Je n'ai pas caché mon nom. J'ai refusé d'être la victime d'Amiens. Je me suis tenue droite. J'ai raconté mon histoire. J'ai parlé de la manipulation. J'ai parlé de la séduction.
Et j'ai parlé de la honte. J'ai raconté comment un homme intelligent et charmant peut cibler une femme intelligente et indépendante, et la briser, non pas avec ses poings, mais avec des mots. J'ai parlé de l'abus financier, un sujet dont personne ne parle jamais. Et des femmes ont commencé à parler. D'autres victimes de Romain, encouragées par mon témoignage, sont sorties de l'ombre. Nous étions un réseau de femmes brisées, et ensemble, nous avons tissé le filet qui allait l'enfermer pour de bon. Le procès a été rapide. Accablant. Il a été confronté à moi, à Margot, à Madame Renard, qui est venue avec son écharpe en bandoulière, comme une décoration militaire, et à 3 autres femmes qui l'avaient détruite. Il a pris 10 ans. 10 ans ferme. Pour fraude, escroquerie en bande organisée, menaces, usurpation d'identité, faux et usage de faux, et agression sur Madame Renard, ce qui, ironiquement, a semblé être le chef d'accusation qui a le plus choqué le vieux juge. Quelques semaines après le verdict, un samedi matin ensoleillé, je suis retourné au Moka d'Or. L'endroit était plein. La vie avait repris. J'ai hésité sur le seuil. C'était idiot. C'était mon café. Je suis entré. Madame Renard était assise à sa table habituelle, près de la fenêtre, un livre à la main. Elle a levé les yeux et m'a fait un clin d'œil complice. Je suis allé au comptoir. Bastien était là. Il avait coupé ses cheveux, il avait l'air plus âgé, plus sûr de lui. Il m'a vu et m'a souri. Un vrai sourire, large, qui illuminait son visage. Bonjour Aveline. Un crème? Bonjour Bastien. Oui, s'il te plaît. Comme d'habitude. Il a préparé le café avec une agilité nouvelle. Il a pris un gobelet. Il a pris le même marqueur noir. Il a écrit quelque chose, non pas à la hâte, mais avec application. Il me l'a tendu. Celui-ci est pour la maison. J'ai pris le gobelet chaud. J'ai regardé ce qu'il avait écrit. Ce n'était pas un avertissement. Ce n'étaient plus les mots de la peur. Vous êtes libre. Et vous êtes vu. J'ai serré le gobelet contre ma poitrine. J'ai souri. Un vrai sourire. Je suis allé m'asseoir avec Madame Renard. Le soleil d'Amiens entrait par la fenêtre, chaud sur mon visage. Romain m'avait volé mon argent. Il m'avait volé 4 ans de ma vie, 4 ans de fausse paix. Mais il n'avait pas réussi à prendre ma voix. Il n'avait pas réussi à prendre ma ville. Il n'avait pas réussi à prendre mon avenir. La honte est une prison que l'on construit soi-même, mais c'est notre agresseur qui nous en donne les plans et les outils. Elle ne survit que dans l'obscurité. Elle se nourrit de notre silence. Au moment où j'ai dit la vérité à voix haute, dans ce café, j'ai allumé la lumière. Et la honte n'a pas survécu. Si cette histoire vous a touché, si vous, ou quelqu'un que vous aimez, avez déjà été victime d'une manipulation, financière ou émotionnelle, si vous avez déjà eu honte d'avoir fait confiance, partagez votre histoire. Pas besoin de détails. Juste un mot. Moi aussi. Je comprends. Parce que votre voix est importante. Votre histoire mérite d'être entendue. Parfois, la voix d'un étranger dans les commentaires est le soutien dont on a besoin pour trouver sa propre force. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et de partager cette histoire. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas stupide. Vous êtes humain.